Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre mensuel philosophique, toujours depuis le comptoir général, au lieu alternatif, quai de Gemap à Paris. Ce soir, nous allons essayer d'aller au fond d'une grande question, et cette grande question, c'est la France qui ne va pas très bien en ce moment, politiquement et économiquement. La France est-elle toujours le pays des Lumières? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission présenté par Alexandre Gamelin. On regarde. Que reste-t-il de notre France? Pour Jean-François Mattei, pas grand-chose. Il n'y a qu'à voir l'état du XXe siècle de la France. La France est-elle encore le pays des Lumières? Pour Raphaël Enthoven, oui, plus que jamais. La France est le pays des Lumières dans la mesure où les Lumières, dès leur émergence, ont pensé contre elles-mêmes. Et pour Cynthia Fleury, il y a un peu des deux. Je vais réunir les deux comme toujours. Thèse, antithèse et synthèse, la France est donc bien un objet de pensée pour la philosophie. Mais est-elle encore un pays révolutionnaire? Pas de quoi s'inquiéter selon Emmanuel Todd, la France est bien trop vieille pour ce genre de chahut. Moi, avec mon arthrose, je ne vais pas courir dans la rue, pour foutre le système en l'air. Pour Elisabeth Lévy, en revanche, les ferments du grand soir sont bel et bien présents. Les révolutions naissent aussi au moment où les cadres institutionnels, politiques, disons, sont totalement en décalage par rapport au réel. Mais chut, surtout, n'en parlons pas. D'après Jean-François Kahn, prévoir la révolution, c'est la rendre impossible. De toute façon, si je vous disais oui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de révolution, parce que si on s'y attend, il n'y en a pas. Révolution ou pas, la France est-elle encore un modèle pour le monde? Et son modèle social est-il encore tenable? Pour Agnès Verdier-Molinier, économiste plutôt libérale, il faut faire des économies. Mais comment? D'abord en rationalisant. Rationaliser, c'est bien, mais rêver, c'est encore mieux. Mais peut-on encore croire au lendemain qui chante, à un monde plus juste? Eh bien, d'après Sophia Lebdi, activiste fémène, il faut y croire plus que jamais. Bien sûr, j'y crois. Moi, peut-être un peu plus que tout le monde ici. En tout cas, une chose est certaine, la France est un pays où on adore parler, débattre et se disputer. Sur ce dernier point, vous ne serez pas déçus ce soir, la France est bel et bien chez France. Merci Alexandre. Alors bon, on vit aujourd'hui des heures difficiles en France, il y a une crise économique et politique, hein. On a les deux pour le prix d'une. Il y a un climat assez pestilentiel. Il faut bien le dire, qui rappelle celui des années 30, même si on ne se traite pas encore de charogne, mais on sent que ça va venir. Est-ce que la France est toujours le pays des Lumières, Jean-François Mattei, le philosophe marseillais, auteur notamment de L'Homme indigné? Je ne crois pas. Quand vous lisez tous les auteurs du XVIIIe et du XIXe siècle, vous apercevez qu'ils pensent vraiment que la France, et Paris en particulier, est le pays des Lumières. Quand vous lisez Victor Hugo, par exemple, dans un texte qui s'appelle Paris, Victor Hugo écrit nommément que Paris est la lumière du monde. Ouais. Et il définit même la capitale de la France comme le lieu où l'on pense. Pas un lieu où l'on pense, le lieu où l'on pense. Alors, les Lumières, vous pouvez dire en deux mots ce que c'est? Les Lumières, Aufklärung en allemand, c'est la possibilité pour la civilisation telle qu'elle s'est développée en Europe depuis que Mirabeau, le marquis de Mirabeau, a inventé le concept de civilisation, qui éclairerait les ténèbres, ou les ténèbres prétendues des siècles précédents, y compris du Moyen-Âge. Et donc là, les auteurs des Lumières, c'est-à-dire les encyclopédistes, Diderot et d'autres auteurs comme cela, Voltaire, pas vraiment Rousseau qui est un petit peu à l'abri, appellent lumière en reprenant une vieille métaphore platonicienne qui compare la vérité à la lumière de l'être, ce qui va détruire toutes les opacités de l'existence. On parlerait aujourd'hui de transparence. Si il y a un jeune philosophe là, qui ricane, d'ailleurs, on lui donnera la parole tout à l'heure pour la définition. Oui, il n'a pas l'air d'accord, mais alors, continuez là, Jean-François Mattei, et répondez à la question alors. On ne l'est plus. On n'est plus pays des Lumières. Il n'y a qu'à voir l'état du XXe siècle de la France, qui a perdu toutes ses positions fortes en matière culturelle et en matière artistique. Elle a perdu Sartre et votre Camus chéri. Et mon Camus chéri, effectivement. Vous n'avez plus de grands philosophes depuis, disons, Sartre et Camus, même si je ne suis pas très sartrien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous n'avez plus non plus, depuis Bergson, de philosophes de stature internationale. Vous n'avez plus de peintres. Toute la peinture moderne vient de Manet, de Cézanne. Vous n'avez plus de gens de cette trempe
au XXe siècle, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, et on pourrait dire la même chose dans le domaine du cinéma. Vous n'avez plus, enfin on n'a plus, hein, vous êtes concerné aussi. Ah ben, on n'a plus, voilà. Effectivement, nous sommes tous concernés, effectivement. Tout est passé de l'autre côté de l'Atlantique. New York a remplacé Paris et les États-Unis ont remplacé la France. Oui, donc vous rassurez, c'est pas juste Marseille qui se moque de Paris. C'est pas juste Marseille qui se moque de Paris, mais je pourrais vous en dire long là-dessus. Un philosophe parisien, Raphaël Antoven. Quelle idée. La France est toujours le pays des Lumières dans la mesure... Très moderne et très geek, hein, d'ailleurs, dans son livre. Il fait de la philosophie hyper vivante, geek, hein. absolument. Oui, j'arrive à peine à envoyer un mail. Matière première, ça s'appelle. Ça, c'est vous qui l'avez dit, France. La France est le pays des Lumières dans la mesure où les Lumières, dès leur émergence, ont pensé contre elles-mêmes. Diderot se faisait à lui-même les meilleures objections qu'on pouvait faire à son système matérialiste. Voltaire, qui a créé l'opinion publique, a également mis en garde contre les dangers de l'opinion publique. Et Rousseau est le philosophe qui peut être brandi indifféremment comme le porte-parole des Lumières et du progrès, et en même temps le pire ennemi de toute idéologie du progrès et le plus conservateur de tous les philosophes. Et la France conserve, me semble-t-il en tout cas, cette double appartenance, c'est-à-dire cet élan qui va toujours avec des critiques. Et d'ailleurs, les Lumières ne vont pas sans ombre. France est toujours le pays des Lumières dans la mesure où il y a l'ombre des Lumières. Jean-François Mattei, voilà. Oui. Je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr d'être en désaccord avec mon camarade Mattei. On est à peu près aussi camusiens l'un que l'autre, donc je ne suis pas certain d'être... La France est toujours le pays des Lumières dans la mesure où la France a toujours gardé un esprit critique qui s'est développé surtout à l'époque du XVIIIe siècle. Mais la grande création artistique ne se limite pas uniquement à l'esprit critique. Baudelaire est un critique de la musique de son époque, il admet Richard Wagner et d'autres auteurs, mais il crée les fleurs du mal. C'est-à-dire que quand vous prenez tous les grands créateurs du XIXe et du XXe siècle, par exemple Proust en littérature, il y a une création d'un monde véritable, il parle même de l'énigme du monde divin qui crée quelque chose de radicalement neuf. Et je me demande, depuis en tout cas la Deuxième Guerre mondiale, si la création n'est pas un petit peu à bout de souffle. Alors, sans citer Jean-Luc Godard là-dessus, sur cette question. Cynthia, c'est à vous maintenant. On attendait ce moment, donc Cynthia Fleury, la philosophe de la biodiversité. La meilleure pour la fin, le dessert. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette émission aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe là? Donc non, oui, moi je vais réunir les deux comme toujours. Vous avez eu une première phase des Lumières qui a tenté, je dirais, un grand rêve de cohérence, un grand rêve de convergence, parce que derrière effectivement la Aufklärung, il y a cette idée que le progrès, la morale, la science avancent d'un même pas, se nourrissent l'un l'autre, et que d'une certaine manière l'histoire est linéaire et qu'elle est progressive et qu'il y a un perfectionnement de l'humain. Et puis vous avez l'après-lumière, après classiquement à Auschwitz, après Hiroshima, qui vient montrer la catastrophe des Lumières. L'après-20e siècle où tout le monde s'entretue. Voilà, et qui en même temps va faire naître une nouvelle vision des Lumières, c'est-à-dire effectivement un univers très critique, mais qui est tout à fait lumineux aussi, et qui tout de même s'incarne tout à fait aujourd'hui dans la France et puis ailleurs d'ailleurs. Donc il y a ça au niveau macro, si j'ose dire. Mais au niveau micro, de fait, les Français se sont toujours scindés, clivés en eux-mêmes, avec à la fois, je me souviens d'une phrase dans Napoléon le Petit d'Hugo qui dit, mais toujours, Rousseau a dénigré le siècle, Bossuet a dénigré le siècle, Erasme a dénigré le siècle. En fait, il faut dire que ce siècle est grand, et il le dit déjà au moment du 19e, et encore aujourd'hui, il y a ce geste à la fois dans la critique, dans la condition déceptive, et souvent dans la condition déceptive de la démocratie, quand même de braver et d'avoir une espérance forte. Donc, toujours les deux. Rousseau, au XVIIIe siècle, le premier texte de Rousseau est un texte dans lequel il dit « Le progrès des sciences n'est pas un progrès de la morale ». Et le XXe siècle avère l'écart entre le progrès technologique et le fait que la technologie soit mise au service du pire. Donc c'était déjà en germe au XVIIIe siècle. On n'a pas attendu le XXe siècle pour que les Lumières reçoivent la meilleure objection. Elle était déjà en germe en 1755. Rousseau va même plus loin dans la lettre d'Alembert, puisqu'il dit « Nous sommes déchus en tout ». C'est-à-dire il ne fait même pas le procès de la médecine ou de la science, etc., nous sommes déchus en tout sur le plan évidemment moral. Jean-François Kahn, alors on est toujours le pays des Lumières aujourd'hui? Monsieur, vous avez dit pour les peintres ou les philosophes. Là, on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être des peintres extraordinaires qu'on ne connaît pas. Oui. Il y a peut-être des philosophes extraordinaires qu'on ne connaît pas. Raphaël Antoven, Cynthia Fleury, voilà. Quand même, ils sont là. Il y en a d'abord. Bon. En revanche,
un truc incontestable, en revanche. J'ai eu cette curiosité hier. Je me dis, au moment, un peu avant la guerre de 14, qui représentait les grands partis politiques en France? C'est-à-dire, qu'étaient leurs orateurs principaux, les chefs des partis. Vous aviez Jaurès, Clémenceau, Poincaré, Barrès. Si vous prenez la période 1848, vous avez Le Dru-Rollin, Lamartine, Tocqueville, Guizot. Du beau monde. Et aujourd'hui, Harlem Désir, oui. Bruno Leroux, Jacob, quand même un des hommes les plus bêtes que j'ai jamais rencontré, Christian Jacob, et Copé. Non, on peut pas, là, on peut pas. Et Copé. Et Copé. Oui. Non, mais ça, c'est intéressant parce que il y a des gens tout à fait intelligents et remarquables dans la vie politique. Mais le système a fait émerger cela. Cynthia Fleury? Alors juste, je voulais quand même simplement réagir à la fois au dénigrement, entre guillemets, ou au déclassement des figures politiques d'aujourd'hui. C'est la parole publique elle-même qui a un statut différent. Donc la question de l'éloquence, quand on lit Périclès et quand on lit Hugo, on voit à quel point l'éloquence a été structurelle de la démocratie. C'est-à-dire que la substance de la parole venait protéger la démocratie. Aujourd'hui, le statut de la parole est un peu différent. Et notamment, il est biaisé par un outil très particulier qui s'appelle la télévision et qui, de fait, demande aussi un autre type de régime de parole. Donc, ce n'est pas simplement un déclassement ontologique, c'est que vous avez un autre type d'usage de la parole par le politique, par les artistes, etc. Raphaël Enthoven? Très rapidement, Jean-François, il faut quand même rappeler une chose, c'est que toutes les époques du monde ont eu leurs mécontemporains, comme dirait Finkielkraut, c'est-à-dire toutes les époques du monde ont eu des gens pour dire que c'était mieux avant, avec d'excellents arguments pour le faire. Il ne faut pas céder à la myopie qui consiste à regarder notre époque en considérant qu'elle est unique, exceptionnelle, singulière ou particulièrement décadente. Notre époque n'a même pas cette spécificité-là. Nous ne sommes pas plus décadents que nos prédécesseurs, ni probablement que ceux qui nous remplaceront. Alors, on va poursuivre en se posant une question. Une nouvelle révolution française est-elle possible? Tandis que nos deux premiers experts, l'anthropologue et historien Emmanuel Todd, ainsi que la journaliste et essayiste Elisabeth Lévy, par ailleurs directrice de la revue Causeur, prennent place, Alexandre Gamelin va nous parler en images de ce vieux concubinage entre la France et l'idée de révolution. On regarde. Ah, la France, pays de la révolution, du soulèvement contre l'injustice, pays de l'abolition des privilèges. Il a sa tête. Il n'a plus. Alors, c'est pas bien ça? La France, pays qui inventa la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et cette phrase universelle « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Oui, mais du coup, aujourd'hui, qu'en reste-t-il de cette France-là? Alors que partout en Europe les indignés s'indignent, en France... Je sais pas ce qu'il y a, je suis raplapla. On se contente de déprimer en attendant le prochain plan social. Ce n'est pas que les Français soient soumis. Partout, on sent la colère monter. Dans les usines, dans les banlieues, contre les immigrés, les banquiers, les pauvres assistés ou les riches exilés. Dans le ressentiment de plus en plus envahissant contre ces élites qui nous gouvernent. De droite, de gauche, de Bruxelles, de Paris, de Berlin. Ce n'est pas non plus qu'on soit incapable de se mobiliser. Ponctuellement, contre la construction d'un aéroport. Faut lutter contre ce pouvoir qui fait n'importe quoi. La réforme des rythmes scolaires ou le mariage entre personnes du même sexe. Je ne lâcherai pas parce que c'est inadmissible. Simplement, c'est comme si le sentiment du déclin et la peur de la chute l'emportaient sur l'envie d'inventer des possibles, d'autres mondes, d'autres façons de vivre ensemble. Comme si cette colère était vide d'alternatives, comme si en étant contre tout, on ne pouvait plus rêver à rien. En 1968, la France s'ennuyait et sa jeunesse réclamait l'imagination au pouvoir. Aujourd'hui, la France déprime et c'est la résignation qui semble au pouvoir. Pour combien de temps encore ? Si vous nous rejoignez, sachez que vous regardez Les Grandes Questions, votre mensuel philosophique où l'on parle ce mois-ci de la France et de ses valeurs ou de ce qu'il en reste avec deux experts qui viennent de nous rejoindre. D'abord, Elisabeth Lévy, qui est la directrice de Causeur, la nouvelle revue en kiosque, et puis Emmanuel Todd, anthropologue historien, qui vient de publier avec Hervé Lebras un livre absolument formidable. Vraiment, je vous le conseille, Le mystère français. C'est un livre
livre extrêmement optimiste, d'ailleurs. C'est juste hallucinant, d'ailleurs, parce qu'on est dans une période... Il est optimiste par effet de contraste. C'est-à-dire qu'il y a aussi... C'est un livre de cartographie, hein, d'analyse statistique très, très poussée. Donc si on est sur les données économiques, industrielles, etc., on voit le désastre que tout le monde voit. Ouais. Vous dites on va trop vite dans la post-industrialisation. Hein, oui, mais clair. Ce que je veux dire, là où le livre apparaît comme bizarrement optimiste, c'est que quand on va plus profond, je dirais, que l'économie ou que la politique, c'est-à-dire sur les mœurs, sur l'évolution des niveaux éducatifs entre 1980 et 2010, sur des variables démographiques, si on constate ce que ne dit pas la presse, ou plutôt elle dit le contraire, la baisse du taux d'homicide, la baisse du taux de suicide. Ah oui, la baisse du taux de suicide, c'est absolument Ah oui, non, mais là, je veux dire, incroyable. le système d'information sur l'homicide et le suicide raconte, ça me gêne de le dire, n'importe quoi. Hein. Voilà, bon. Et ben, si on va dans les systèmes de mœurs et dans ce que sont réellement les gens, en termes d'intelligence, de comportement, d'aptitude, on nie pas du tout les problèmes. C'est-à-dire, il y a des cartes, des difficultés de lecture dans le bouquin. Sûr, ouais. Donc c'est un livre réaliste, mais on voit tout à fait autre chose. On voit une société qui est tout à fait vivante. Oui, et qui va plutôt bien, ou pas trop mal, disons, par rapport à l'impression qu'on en a. À la limite. Mais c'est étonnant de vous entendre vous dire ça. Vous avez l'air toujours pessimiste. Pas du tout. Vous hurlez souvent sur les plateaux. Non. Vous mettez en garde, et là vous nous dites, mais finalement c'est pas si grave, docteur. Non, le fait de hurler, comme le dit gentiment Elisabeth, le fait de hurler n'est pas une preuve de pessimisme. Non, elle n'a rien dit. Je veux dire, si, je lui ai dit ça. À la limite, au contraire, ça montre qu'on espère toujours. C'est le type qui ne hurle plus, n'espère plus. Non, le pessimisme dans le livre est dans un truc qui est réaffirmé et qui est, je dirais, mon moi stable et profond, c'est que le problème vient de ce que les classes dirigeantes, les classes gouvernantes, avec une formation très très limitée qui ne s'intéresse qu'à l'économie et à la finance, ne voient pas ce qu'est le pays. Et dans leur choix de politique économique, dans la gestion des populations en question, font erreur sur erreur. Bon, donc ça, honnêtement, je dirais, c'est mon pessimisme standard habituel. Quand on lit donc Le Mystère français, comme je l'ai fait, je dirais c'est plutôt un livre qui fait du bien, même si vous appuyez là où ça fait mal. Et puis, en même temps, on se dit la situation n'est pas du tout révolutionnaire pour répondre à la question. Non, la situation n'est pas révolutionnaire. Simplement, de toute façon, la structure d'âge de la population, avec un corps électoral dont l'âge médian... On ne fait pas la révolution à 80 ans, c'est ça? Comment? Non, mais c'est même pas la peine d'aller à 80 ans. Vous me prenez moi, avec mon arthrose, je ne vais pas courir dans la rue, je veux dire, pour foutre le système en l'air, malgré les exhortations de Mélenchon. Mais quand même, dans le livre... il y a encore quelques jeunes en banlieue. Mélenchon est extraordinairement conservateur. Les révolutions, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, bah non. C'est quand une partie des classes moyennes décide que ça ne va plus. Quand même, il y a dans ce bouquin qui analyse la permanence des territoires et de leurs mœurs et de leur diversité, il y a quand même la mise à nu, c'est une bonne partie du mystère français, d'un problème fondamental, je dirais, de la société française actuelle dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire que quand on analyse les traditions familiales, les traditions religieuses, depuis avant la Révolution, il y a deux Frances. Il y a une France centrale qui a été déchristianisée dès 1750, qui a fait la Révolution, c'est-à-dire imaginez un bassin parisien entre Laon et Bordeaux, plus la façade méditerranéenne. Et puis il y a une autre France qui était la France catholique, avec des bastions périphériques, l'ouest, le sud-est du Massif central, la région Rhône-Alpes, l'est. Et le système français, quand il fonctionnait, en particulier sous la Troisième République, c'était le centre laïque, individualiste, égalitaire, liberté, égalité aux commandes, et puis une périphérie en résistance qui mettait un peu d'ordre. Et là, ce qu'on diagnostique, c'est un affaissement du centre, avec des difficultés, je dirais, éducatives même, industrielles, des inégalités particulières, et une montée en puissance qu'on peut qualifier d'exagérée de l'ancienne périphérie catholique. Vous savez, les gens de la décentralisation, je dirais que la quintessence terminale de cette France périphérique post-catholique qui mène à l'arrêt du système, c'est Hérault. Oui. Alors, Elisabeth Lévy. Je voudrais juste dire un mot sur le pessimisme ou sur l'optimisme d'Emmanuel. Je pense que... Oui, c'est un lapsus intéressant parce que il a une image de pessimiste, regardez-le, et en fait, il est très optimiste. Je ne conteste pas que ce qu'il voit... D'abord, je pense que peut-être l'échelle de temps à laquelle voit un démographe ou un anthropologue n'est pas tout à fait la même que celle que vivent les gens. Et ce que vivent les gens a aussi une valeur en tant que telle. Mais Emmanuel, ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas pessimistes pour eux. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui des classes moyennes
Et c'est vrai que ce sont les classes moyennes qui font les révolutions, c'est pas les exclus en réalité, c'est pas les damnés de la terre. Et ce sont aujourd'hui les classes moyennes ont l'impression que pour leurs enfants ce sera pire, ou en tous les cas ils le craignent. Alors il me semble que cet élément-là, je veux dire, en tant que tel, devrait être une donnée pour le chercheur. Alors, en ce qui concerne les classes moyennes, dans le bouquin, il y a une analyse de la droitisation, il y a une analyse des nouveaux mécanismes inégalitaires induits par l'atteinte d'un état de stagnation éducative, et puis il y a l'analyse de la désindustrialisation, de ce qui fait baisser le niveau de vie des jeunes, de ce qui angoisse les classes moyennes. Tout ce que je dis, c'est qu'on peut analyser les choses d'une façon tout à fait raisonnable. Je voudrais donner un exemple, parce que là, on nous raconte qu'on vit dans une atmosphère idéologique complètement épaisse, on ne peut parler de rien. Il y a un débat sur l'immigration, il y a un débat sur le degré d'intégration ou d'assimilation des populations immigrées. Je veux dire, les gens parlent en l'air, et puis il y a des gens, comme Lebras et moi, qui analysons les données, et donc il y avait eu une grande enquête en 92 qui donnait certains résultats sur les mariages mixtes, et puis il y en a une autre récemment, et justement, dans notre livre, non mais je voudrais montrer qu'on peut travailler sérieusement, en fait. Il y a un très beau chapitre. Tous les autres ne sont pas sérieux. Ça, c'est une façon de débattre. Il y a un très beau chapitre dans notre livre. Je me permets de dire qu'il est très beau parce que l'essentiel en a été rédigé par mon co-auteur, Lebras. Donc ce qui est agréable quand on a fait un livre à deux, c'est qu'on peut envoyer des louanges à la partie qui n'est pas de soi. J'ai juste rajouté à la fin quelques données sur le mariage mixte. Et décisive. Non, ça conforte ces deux approches qui se complètent. Et dedans, on évoque une pause et un changement de modèle d'assimilation. C'est-à-dire qu'on note tout à fait que les mariages mixtes, alors il y a une très belle analyse de la façon dont les populations d'origine algérienne ont cessé de se disperser sur le territoire national. Ensuite, l'analyse du taux de mariage mixte montre que ça reste à un niveau élevé, et probablement tout à fait plus élevé que partout dans le monde occidental, mais que ça n'a pas augmenté sensiblement et qu'il y a une pause dans l'assimilation. Ensuite, on note que le modèle est devenu différent parce que plus central dans les villes et qu'on observe un détachement. On peut parler de tout ça raisonnablement, on peut avoir une réflexion scientifique. Il y a quand même un problème. Emmanuel, on a toujours le même problème, je suis désolée. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours les imbéciles, donc les autres, nous on est sérieux, les autres ne le sont pas. Ce que vivent les gens qui voient bien qu'il y a des regroupements ethniques, qu'il y a des regroupements qui concernent d'ailleurs toutes sortes de gens. On peut l'observer aussi chez les Juifs, on voit bien la tendance au regroupement et à l'entre-soi. Les gens voient bien qu'il y a certains quartiers, c'est-à-dire où, effectivement, on se regroupe sur une base ethnique ou religieuse. C'est-à-dire, il y a il y a toutes sortes de problèmes que les gens vivent, et en permanence, le camp des courbes dit le réel n'existe pas. Non, c'est très important, et ensuite je me tais, c'est promis. C'est-à-dire que j'ai déjà promis ça. Là, on est typiquement dans un truc de pensée binaire. Alors, il y a les gens qui disent que tout va bien, et puis il y a les gens qui disent que tout va mal, ma voisine. Et moi, je dis, dans notre chapitre, il y a, sur l'immigration, on montre qu'il y a des problèmes d'un genre nouveau qui vont se résoudre d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on ne nie pas du tout l'émergence de phénomènes nouveaux, on dit que ça fait muter le système d'intégration, etc. Cynthia Fleury. Sur le livre d'Emmanuel Todd, moi, il y a deux choses que je voudrais dire. La première chose, bien évidemment, c'est que je trouve très intéressant d'avoir montré entre guillemets, sur la question de l'identité française, le déphasage, je ne sais pas comment appeler ça, entre l'identité, le perçu et la réalité. Entre les identités et les valeurs. Parce que dans le livre, c'est très bien montré que, en gros, les chantres catholiques se mettent à voter à gauche et que la Bretagne devient d'une certaine manière le nouveau territoire socialiste, que l'ancien grand territoire révolutionnaire qui est plutôt vers la Champagne ou je ne sais plus, voilà, exactement, devient au contraire porteur de valeurs plutôt conservatrices. Et donc on voit bien que la France elle-même est perdue entre ces valeurs, pas forcément perdue d'ailleurs, que ça bouge en tout cas. Et donc ça c'est assez intéressant sur la manière dont la France pense son identité. Et dernier point sur la question de la révolution et de la réforme par rapport à votre question au départ, est-ce que la France est capable de faire la révolution? Je pense qu'elle a une autre définition de la révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fondamentalement, vous avez des collectifs, mais pas que des collectifs, moi ce que j'appelle des outils citoyens de la régulation, qui ne veulent plus être dissidents.
C'est très important, c'est-à-dire que la dissidence veut devenir fondamentalement serait-il bon de faire la outil, révolution en soi? Alors la situation est-elle révolutionnaire un outil ou de pas? régulation. Réponse de Jean-François Kahn. Je crois qu'il y a un lieu commun. Elle est révolutionnaire ou pas? Il y a un lieu commun sur Vous la France. essayez de répondre à la question quand même. Hein. Oui, elle l'est toujours. Et de toute façon, si je vous disais oui, ça veut dire qu'il n'y aura pas de révolution, parce que si on s'y attend, il n'y en a pas. Et à chaque fois qu'il y en a eu, c'est parce qu'on s'y attendait pas. Tocqueville fait un discours, vous croyez que c'est fini. Vous savez hein, que l'époque des révolutions est totalement terminée. Vous en êtes tous convaincus. Eh bien, justement pour ça, elle peut avoir lieu. Il a vécu les suivantes. Il y a un lieu commun en France sur les révolutions, qui est la France est un pays révolutionnaire. La France est un pays qui ne sait pas faire la réforme, et sans arrêt, ça pète, ça éclate, etc. Bon. En fait, c'est une idée totalement fausse. Il y a des révolutionnaires en France. Il y en a, Blanqui, Barbet, ils ont leur boulevard, etc. Ils n'ont jamais fait une révolution. Vous ne pouvez pas citer en France une révolution qu'ont fait les révolutionnaires. En revanche, ce qui s'est passé en 89 va se passer tout le temps. C'est quoi, quand on y réfléchit? La prise de la Bastille? Mais pas du tout. La prise de la Bastille, c'est des types qui croient qu'on va les écraser. Donc il faut se défendre. Donc il faut des fusils. Donc il faut de la poudre. Il paraît qu'il y en a à la Bastille. On va chercher la poudre. Jamais ils ont eu l'idée de prendre la Bastille parce que c'est un symbole de quoi que ce soit. En revanche, quand on réunit les États généraux, c'est très important. Vous avez 3 chambres. Depuis des siècles, vous avez le clergé dans son coin. Vous avez les aristocrates dans leur chambre. Et vous avez le tiers-État dans sa pièce. Et on ne doit pas se retrouver. C'est vraiment le fondement de l'ordre social. Et puis il y a quelques curés qui sortent. Et ils vont avec le tiers-État. Puis il y a quelques aristocrates qui sortent, les premiers comme avec Lafayette. Et ils vont avec le tiers-État. Et ils se retrouvent. Et ils disent, mais on va faire une assemblée nationale. Et la révolution est faite. C'est-à-dire que quand on sort, quand on passe par-dessus sa tranchée, quand on sort de sa bulle, quand on cisaille le fil de fer barbelé, et que tout à coup, alors que ce n'était pas prévu, ce n'était pas l'ordre établi, on se retrouve, cette convergence-là, alors tout à coup, c'est ça une révolution. C'est ça la convergence des ressentiments. Je finis. Oh, c'est absurde. Bah si, aujourd'hui, ça peut être la convergence des ressentiments. Ah oui, attends, si vous appelez des ressentiments, des colères et des revendications, oui, alors là... Mais, oui, l'affaire de la transparence repose beaucoup sur les ressentiments. C'est la convergence Jean-Luc Mélenchon, Christian Jacob, ça, non? C'est la même chose en 1830, et c'est la même chose en 48, et c'est la même chose en 44. Oui. C'est ce moment-là où une espèce de classification, comme aujourd'hui, gauche-droite, bipolaire, pète, parce que des gens venant de partout disent « il faut que ça change ». On n'est peut-être pas d'accord, on est de droite, de gauche, mais il faut que ça change. Il faut qu'on fasse avancer les choses, ça ne peut pas durer comme ça. C'est à chaque fois pour ça qu'il y a en France un phénomène qu'on appelle ensuite une révolution. La situation est-elle révolutionnaire? Je ne crois pas du tout. Je pense que la France est un pays tout à fait conservateur. La meilleure preuve que c'est un pays conservateur, c'est la popularité, et la popularité notamment marchande, que recueille le discours révolutionnaire et les imprécations contre le marché. La France est un pays totalement conservateur, résolument conservateur. Cynthia, dans un de ses livres qui s'appelle « La fin du courage », distingue ce qu'elle appelle le véridire et le franc-parler. En très peu de mots, c'est très simple, c'est la différence qu'il y a entre les politiques qui disent ce qu'ils croient vrai et les politiques qui disent ce que les gens ont envie d'entendre. Et les politiques qui disent ce que les gens ont envie d'entendre, c'est-à-dire en général un discours révolutionnaire, sont par ailleurs les plus conservateurs des politiques. L'idéal révolutionnaire est pris en charge aujourd'hui par des gens qui ont tout intérêt au maintien de l'ordre en place parce que c'est la prospérité de leur propre business. Donc la France est un pays conservateur. S'il y a un élément... Je finis, après vous m'interrompez. S'il y a un élément qui me semble à préserver, très important parce qu'il est toujours difficile, il est toujours sur la brèche, ça n'est ni la révolution ni le conservatisme, et je parle devant Jean-François Mattei, c'est la révolte, c'est-à-dire c'est l'aptitude à souffrir des douleurs qui nous sont épargnées. On ne forme pas une société nouvelle avec la révolte, en revanche, on éveille en chaque individu la possibilité de souffrir de douleurs que sans ça nous ne regardons même pas. Et ça c'est un point que la sociologie ne prend pas en compte. Quelle est la différence avec l'indignation? L'indignation c'est très simple, l'indignation donne bonne conscience, la révolte empêche de dormir. Mais c'est une des limites de la sociologie, et je suis content de pouvoir en parler avec Emmanuel Todd s'il le souhaite, c'est que l'une des limites de la sociologie, je ne suis pas sociologue, donc on ne va pas y arriver là. Bon, alors on n'y arrivera pas. J'ai de plus grande indifférence à la sociologie, moi je suis historien. Bien, d'accord. Donc le discours est récusé d'emblée, mais alors je pose ça quand même, et puis discutera. Nous, ça nous intéresse la question. Il y a un point. La limite de la sociologie me semble devoir être le fait que elle ne prend pas en compte la dimension individuelle d'un individu. Je prends un exemple très simple.
Vous avez une étude de Durkheim au XIXe siècle sur le suicide, qui explique que le taux de suicide varie selon les zones géographiques, selon les appartenances confessionnelles, etc. 700 pages. Il n'y a pas une virgule sur les raisons pour lesquelles un individu particulier met un terme à ses jours. Mais si, tout à fait. Au début, il explique pourquoi il ne va pas tenir compte des motivations des suicidés. C'est précisément ce que je suis en train de dire. Non, mais je veux dire, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas reprocher à Durkheim de faire exactement ce qu'il a reproché de faire. Mais je ne le lui reproche pas. Contre les gens comme vous qui, du point de vue de Durkheim, représentaient le passé des gens qui ne comprenaient rien à la détermination sociale. C'est quoi les gens comme moi qui ne comprennent rien? On parlait de la révolution à venir ou pas à venir. Si on analyse tous les facteurs en France, c'est sympa de discuter avec vous quand même, hein, franchement. Je veux dire, je suis très connu pour pas être très sympa. C'est chaleureux. Je ne suis pas très sympa. Ben voilà, comme ça, le monde est en ordre. Comme quoi, on peut être optimiste et antipathique. Ça, c'est important aussi à noter. Oui, absolument. Mais bon, voilà. Bon, on peut être philosophe et Est-ce que je pourrais parler de la révolution? Est-ce que je pourrais parler de la révolution? Il y a des facteurs lourds qui évoquent le conservatisme en France. La structure d'âge, les inégalités culturelles qui séparent les groupes sociaux. Mais il y a des facteurs quand même qui mènent à l'idée qu'on va vers une rupture d'un genre ou d'un autre. Alors bon, il y a d'abord le fait que maintenant, ça y est, on est dans la baisse du niveau de vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans le patinage. On est d'ailleurs, comme dans tous les pays les plus avancés, dans des phénomènes de baisse du niveau de vie. Il n'y a pas que la France qui a ses problèmes économiques. Et puis, il y a ce truc très particulier de la société française qui est l'état d'échec, de désarroi évident des classes dirigeantes. Ça, les situations révolutionnaires, ça se passe pas juste quand les gens d'en bas ou du milieu sont en colère, mais quand il devient très très clair que les gens qui sont aux commandes sont dans la faillite et dans l'incompétence. Et la gestion économique de l'Europe, et je m'excuse de le dire, l'échec patent de l'euro, les délires sur la gestion de Chypre, où on voit le ministre des Finances, Moscovici, qui va à Bruxelles ou je ne sais plus où, signer un papier sur Chypre pour s'apercevoir le lendemain qu'il n'a pas compris de quoi il s'agissait. Les gens commencent à comprendre que les types qui sont aux commandes ne comprennent pas même. Et ça évoque des situations peut-être pas très révolutionnaires, mais de véritables basculements, parce qu'une société qui sait que ses dirigeants sont à côté de leur pompe est une société qui comprend un gros élément d'instabilité. Jean-François Maté, alors la situation est-elle révolutionnaire ou pas? Je ne crois pas du tout, et là je serais d'accord avec Raphaël Enthoven. Je crois que la France est un pays, au contraire, très conservateur, y compris dans ses schémas ou dans ses mythes révolutionnaires en tant que tels. Mais je voudrais faire deux remarques. Première remarque, la démocratie en tant que telle, et pas simplement la démocratie grecque, mais la démocratie moderne depuis Tocqueville, dont il était question, est un système de gouvernement dans lequel ce que l'on appelle aujourd'hui la transparence, faute d'un meilleur terme, et de règles, c'est-à-dire un rapport direct, non médiatisé, d'un citoyen avec les autres citoyens. C'est le vrai sujet, ça. Et le problème de la transparence aujourd'hui, c'est qu'elle est gâtée, si je puis dire, par l'idéologie présente, qui est une idéologie doxique. Il y a toujours eu dans toutes les sociétés une doxa. Alors, que ce soit une doxa de droite ou une doxa de gauche. Doxa, vous pouvez définir? Une doxa, c'est-à-dire une opinion, ce qu'on appelle l'opinion commune, l'opinion collective. Elle est même sondée aujourd'hui par différents instituts de sondage. Et quand vous avez une opinion qui s'impose, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, qu'elle soit même du centre avec Bayrou et quelques autres, vous avez une perte de contact direct et de réflexion. Je suis frappé avec Elisabeth Lévy au fait qu'aujourd'hui, il est quand même difficile dans les médias ou même sur Internet, d'argumenter en tant que tel. Oui, l'argumentation, c'est ce que j'essayais de dire. Mais l'argumentation le fait de se reprendre au vol remplacée par l'indignation est ce qui me paraît le plus étonnant. Mais elle ne correspond pas forcément aux nouveaux médias aussi. Oui, mais ce qui est difficile d'argumenter sur Twitter. Hein. Moi, je crois que ça vient d'autre chose. Juste un tout petit mot sur cette idée de situation révolutionnaire. Vous me corrigez si je me trompe. J'ai quand même l'impression que les révolutions. Comment ? C'est une phrase de Jean-Paul II. Hein. Si je me trompe, vous me corrigez. Me voilà démasqué. Voilà. Il me semble quand même que les révolutions naissent aussi au moment où le système, disons, institutionnel, les cadres institutionnels, politiques, disons, sont totalement en décalage par rapport au réel. C'est-à-dire, vous avez une société, je veux dire, qui, effectivement, où la participation devient la participation de tous, c'est-à-dire la fin des castes, etc., devient une aspiration, je dirais, intellectuelle, culturelle, qui va de l'avant. Le système politique ne peut pas le prendre en charge. Et il me semble donc la situation est révolutionnaire. Il me semble que la question est de savoir si, pour les années à venir, si notre système peut le prendre en charge. Quand même, peut-être sur
non pas la situation révolutionnaire, mais les réminiscences, moi je voudrais revenir sur quand même cette histoire de transparence. J'aimerais qu'on m'explique. Peut-être que... Non mais mais c'est pas grave, elle a envie d'en parler. Non, ça a tout à voir. On n'en a pas parlé. On pourra en parler justement. Je voudrais juste poser. C'est très important. Je voudrais poser une question. Il ne faut pas confondre. Je voudrais poser une question. Est-ce que cette idée de départ, qui n'est pas discutée, qui est une espèce d'évidence, transformée, une espèce d'opinion, à mon avis, transformée en vérité, que nous devrions, en tous les cas nos élus, devraient la vérité sur eux-mêmes à leurs concitoyens. Mais d'où vient cette exigence ? Et au nom de quoi aurait-on le droit d'exiger des uns ou des autres, et puis bientôt de nos professeurs ? On va demander à nos professeurs Jean-François Mattei, ensuite de se Jean-François montrer Kahn. tels qu'ils sont. Mais qui se montre tel qu'il est ? Elisabeth, tu demandes d'où vient l'idée de transparence. Elle est très typée historiquement. C'est Rousseau qui, le premier dans les Confessions, utilise le terme de transparence en montrant qu'il y a toujours des obstacles. D'où l'ouvrage célèbre de Starobinsky sur la transparence et l'obstacle. Et cette idée d'une transparence des cœurs, d'homme à homme ou d'homme à femme. Mais de soi à soi. Qui est transparent à soi-même ? Évidemment, Nietzsche sera le grand critique de la transparence. Il est impossible d'être totalement transparent à soi-même. C'est-à-dire que lorsque l'on descend soi-même, au sens du connais-toi toi-même, on trouve des cavernes de plus en plus ombrées, de plus en plus sombres. On voit. Alors, Jean-François Kahn, qui trouve que la situation est révolutionnaire. Je crois qu'il y a une situation qui peut être, encore une fois, on ne sait jamais, et si on savait, il n'y aurait pas. Qui peut être, c'est quoi ? C'est pas par hasard qu'on parle de révolution copernicienne. Pourquoi c'est une révolution ? Parce qu'on change le centre. Parce que là où on croyait que le centre c'était la Terre, il dit c'est le Soleil. Et ce changement de centralité, réorganiser un système autour d'un nouveau centre, c'est la définition même de la révolution. La révolution de 89, c'est au centre, ce n'est plus un roi héréditaire, c'est un parlement élu. Et à la limite, la révolution protestante, ce n'est plus le Vatican qui est au centre, c'est l'Assemblée des pasteurs, etc. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une impression comme ça, qui est, il y a un système qui avait mis l'État au centre de tout et qui a fait faillite. Il n'y a plus de centre. Et on ne veut pas y revenir. La centralité de l'État, on ne veut pas y revenir. Et on voit bien que l'idée d'un système qui a mis l'argent au centre de tout, l'argent qui infuse la société au point de devenir la société, finalement, comme l'État hier, que ce système-là, il est lui-même en faillite morale et pas que morale. Et donc, on sent bien que peu à peu est en train quand même de monter cette idée qu'il faudrait changer cette centralité, pas simplement en France d'ailleurs, ça va au-delà de la France, que le système devrait être recomposé autour d'une autre. Il y en a un qui parle de coup de balai. Et ça, c'est révolutionnaire. Il y en a qui parlent de coup de balai. Jean-François Kahn a dit un truc très important, c'est l'idée au-delà de la France. C'est-à-dire le début de la discussion, si j'ai bien compris, c'était la place de la France dans tout ça, mais la réalité de la crise et de ce qu'affronte notre pays, c'est quelque chose qui touche toutes les sociétés développées. Donc les pays anglo-saxons sont dans un terrible état de désarroi. Je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à suivre ce qui se passe là-bas. Le nouveau débat sur l'inégalité aux États-Unis ou en Angleterre est quelque chose de très intéressant. D'une façon d'ailleurs qu'on ne sait pas toujours, les Français y participent. C'est-à-dire que la thématique, on s'inquiétait, j'ai cru entendre qu'on s'inquiétait de l'influence de la France, mais la thématique des 1% d'en haut qui profitent du système, qui s'est répandue d'une façon extraordinaire aux États-Unis, c'est une thématique qui vient de la France et des travaux de Piketty sur la distribution des revenus en France. Mais tout ça, je veux dire, l'état de désarroi et ce qui pourrait faire penser qu'on est à la veille d'un basculement, c'est quelque chose qui dépasse largement la France. Je ne crois pas qu'on soit dans une situation pré-révolutionnaire, mais je pense en revanche que la démocratie est en péril par refus d'interroger ses propres procédures. On identifie la démocratie à la transparence, et donc tout ce qui est transparent devient bon. Or, on oublie une chose, le sujet de l'émission était les valeurs de la France. Il manque une question, c'est quelle est la valeur de nos valeurs? C'est-à-dire, d'où viennent les valeurs qu'on brandit? Qu'est-ce qu'il y a derrière la transparence? Que cache la transparence? La transparence recouvre aussi le ressentiment, le désir de trouver un bouc émissaire, la volonté d'avoir un coupable, le sentiment de détenir la vérité. Autant de périls démocratiques que la démocratie laisse s'épanouir uniquement parce qu'elle néglige de se critiquer elle-même. Et la transparence de ce point de vue est, à mon avis, on est au cœur, justement, du péril. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-François Kahn, je crois que la question de la transparence est au cœur de l'univers démocratique. Tout le monde cite Tocqueville. Tocqueville, au XIXe siècle, dit
je vois venir un despotisme sournois, un despotisme non pas totalitaire, c'est pas Big Brother, c'est Little Brother. La tyrannie douce. La tyrannie douce. C'est pas Big Brother, l'oppression douce. Bah, c'est chacun devient le flic de son frère. Voilà. Ça, c'est la grande égalité qu'il y avait c'est dans pas son Big esprit. Brother chez lui, c'est Little Brother. Ça prend la forme aujourd'hui d'un téléphone portable qui fait de chacun une sorte de mini-ministre de l'Intérieur et qui, pour peu qu'il y ait un tempérament délateur, si vous voulez, transforme la société en glace. En glace de verre, où chacun, sous prétexte ou sous couvert de transparence, se voit dénoncer sous des motifs pour lesquels il est innocent. Le vrai problème, c'est la transparence, ce qu'elle cache, ce qu'elle recouvre, le désir qu'on en a. Nous ne manquons pas de transparence, nous vivons dans l'idolâtrie de la transparence, et il faut questionner ça. Voilà. Moi, je voudrais faire... Je suis d'accord. Moi, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'il faut quand même se garder de la tentation qui consiste à opposer le bon peuple qui serait victime aux élites qui seraient coupables. Qu'est-ce qui est en train de se passer depuis quelques jours? Bon, il y a un ministre, d'accord, alors je ne sais pas, qui commet un délit, bon, il n'a pas non plus tué sa grand-mère. Hein. On nous invente que ça va faire tomber la République. Enfin, il a menti quand même. Hein. Oui, bon, les yeux dans les yeux. Je veux dire, est-ce qu'on a oublié ce qui se passait sous le gaullisme? Est-ce qu'on a oublié ce qui se passait sous... Je veux dire, franchement, la Ve République a vu quand même des scandales. Vous vous rappelez quand les gangsters se baladaient avec des brassards tricolores? Des scandales plus graves, ça c'est sûr. Donc, écoutez, il a été viré. Et le scandale n'a jamais menti. Le scandale eût été d'abord le mensonge en tant que tel. Je veux dire, heureusement qu'on passe notre vie à mentir. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que tout le monde dise la vérité? Surtout, mais... ce serait mensonger en chef. C'est un monde affreux que vous voulez. C'est-à-dire, on ment en amour, on ment... Et heureusement, sinon, il n'y aurait plus d'amour. Parlez pour vous. D'ailleurs. Parlez pour vous. Oui, bien sûr. Vous, Franz, vous dites toujours la vérité, mais... On n'écrirait pas de roman. Et on n'écrirait pas de roman. Donc, bon, assez avec cette obsession de la vérité. Il y a un ministre, d'accord. C'est-à-dire, il est viré, la justice va passer, c'est pas bien. En plus, il était ministre du budget, on nous l'a tellement dit. Si vous voulez que les gens finissent par croire que c'est parce que Cahuzac a planqué son fric en Suisse qu'ils doivent payer des impôts, je veux dire, il y a quand même... On monte la sauce. Moi, qu'on explique le système, si vous voulez, qu'on explique le système. On met les gens dans une grande boulangerie pleine de Saint-Honoré, on leur dit bouffez des carottes râpées. Bon, et après on dénonce ceux qui ont mangé les Saint-Honoré et on regarde ceux qui ont grossi. C'est-à-dire maintenant on va regarder. Enfin, attends, la transparence sur les paradis fiscaux, surtout quand on nous donne des leçons, c'est intéressant. On arrive à une idée qu'on est en train d'incruster dans la tête de l'opinion. D'accord? C'est qu'il y a des méchants responsables, c'est les riches en général. Raphaël Antoven. L'un des problèmes de la démocratie, puisqu'on parle d'elle, c'est également une équation tout à fait exorbitante qui veut que la faiblesse soit un synonyme de bonté et que la force soit un synonyme de méchanceté. Et ce simple fait-là, qui a produit des jurys populaires au moment de l'affaire de Bruay en Artois dans les années 70, où les individus étaient condamnés sur leur appartenance de classe et non pas sur le crime qu'ils n'avaient en l'occurrence pas commis. Enfin, le notaire était coupable parce qu'il mangeait de la viande. Oui, il était coupable parce qu'il mangeait de la viande. Mais ce n'est pas parce qu'il avait tué sa maîtresse. Je veux dire, cette simple équation-là, cette équation exorbitante-là, qui est le propre des démocraties, au nom du bien justement, produit des ravages. La faiblesse n'est pas toujours un synonyme de bonté. La force n'est pas toujours un synonyme de méchanceté. Voilà. Jean-François Mattei. Je crois que nous vivons dans une société du mensonge généralisé. Non pas simplement au mensonge quotidien en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? C'est une simulation de la vérité. Or, nous sommes rentrés dans un univers qui est de plus en plus simulé en tant que tel. Déjà, dès les années 80, Jean Baudrillard avait fait remarquer dans un ouvrage qui s'appelle Simulacre et simulation que nous entrons dans un univers de simulation généralisée et non plus de reproduction ou de représentation comme auparavant. C'est-à-dire qu'on entre dans un univers de plus en plus virtuel où la politique elle-même devient virtuelle, où la réalité devient virtuelle en 3 dimensions ou autre chose que vous voulez. Puissante. Ça, c'est vrai. Et cette simulation, ce qu'on appelle les simulacres depuis Deleuze, a tendance à prendre de plus en plus le pas sur la réalité en tant que telle. Donc il y a, je crois, dans les sociétés modernes, un déni de réalité au profit d'une simulation, tout simplement parce que la simulation vous permet d'être heureux, vous permet de vivre. Qui exige la vérité se ment Emmanuel elle-même. sera content de m'entendre dire ça. Je pense qu'aussi on y participe tous, puisque en partie la réalité nous parvient par les médias et on finit tous par croire que la réalité c'est ce qu'on voit à la télé. Je pense que là-dessus on devrait effectivement... Regardez l'affaire DSK. Est-ce que ce n'est pas une simulation de la réalité en tant que telle? La façon dont elle a été mise en scène au Sofitel ou par la suite, où on avait l'impression de suivre un feuilleton américain, une série américaine. Emmanuel, je voudrais repartir sur mon mode optimiste et dire pourquoi l'affaire Cahuzac m'a rempli d'une joie sans mélange. C'est quand même une histoire formidable parce que c'était le type
qui s'occupait de la gestion des politiques d'austérité et qui était présenté comme un Monsieur la Vertu. Donc on s'aperçoit que Monsieur la Vertu, qui organise la liquidation des acquis sociaux, etc., et fait partie des pourris qui placent leur argent en Suisse. Ça n'est pas un cas individuel. Si vous regardez tous les gens qu'on essaye de nous vendre comme des pères la vertu, les Monti en Italie, Draghi à l'Occident, sont tous des gens qui ont affaire à des systèmes bancaires et à des boîtes comme Goldman Sachs. C'est-à-dire que les gens, ce qui apparaît dans cette histoire Cahuzac, c'est que le type qui est chargé justement de comprimer le budget de l'État, il le fait pour que l'État reste en situation de servir la dette publique qui appartient aux riches. Vous voyez, il y a une merveilleuse logique systémique. C'est-à-dire que c'est normal que... Donc, je ne m'appuie peut-être pas là-dessus, mais je crois qu'il faut, sans accuser tout le monde et tous les riches, la question de qui contrôle l'appareil d'État, quels sont les gens qui gèrent les circuits financiers dans l'appareil d'État est une question très importante. Donc on n'a pas besoin d'enquête sur tous les hommes politiques. On a besoin d'enquêtes très précises. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une enquête préparatoire sur le type que je ne connais pas, type qui a succédé à Cahuzac, qui occupe le ministère des Finances, que font les inspecteurs des Finances. Une bonne partie de la libéralisation et de la globalisation dans le monde, ça a été l'État mis en coupe par des gens qui le contrôlent. Je renvoie au bouquin de Galbraith, sont absolument légitimes. L'État prédateur. Donc, le discours absolument général sur « Ah, on est méchant avec les riches, ah, on a le droit d'être riche, etc. » Tout le monde qui tient ce discours. C'est pas du tout le sujet. Ce qu'on découvre, c'est que l'État est au cœur des mécanismes d'accumulation financière et de pressurage financier des populations. L'État doit être surveillé et pris en main. Justement, je crois que c'est important de dire ça parce qu'en fait, le modèle français repose quand même sur deux choses, deux piliers. Je voudrais une enquête sur le corps de l'inspection des finances. Voilà ce dont on a besoin en France. Ces mecs qui ont organisé qu'on dilapide le patrimoine d'État, l'inspection des finances, une enquête, un livre sur l'inspection des finances. Elisabeth Lévy, Raphaël Antoven, et on passera à la suite. Je voudrais juste dire qu'à mon avis, il y a deux piliers, disons, de la France telle que nous la connaissons, c'est l'État et la nation. Or, je veux dire, c'est pas seulement la question de savoir si l'État a été pris par une oligarchie, c'est le rapport de chacun à l'État qui est aujourd'hui en jeu. Et l'enjeu, me semble-t-il, pour l'avenir, c'est ça, c'est de savoir. Je veux dire, on a un État qui est considéré comme impuissant, et à mon avis, pas totalement à tort, puisqu'on a délégué, on a filé les clés. Je veux dire, en gros, on a filé les clés à l'étage au-dessus, et donc, on a un État qui ne répond plus du tout à ce qu'il était en France. Par ailleurs, je veux dire, bon, l'idée de la nation, je ne vais pas vous faire un dessin, je veux dire, c'est en train de partir en capillotage. Sur quoi on reconstruit ? Donc je trouve que cette idée de dire c'est les inspecteurs des finances, il faudrait quand même se demander quel est le rapport aussi de chacun à l'État. Parce que moi j'ai l'impression que c'est maintenant, c'est l'État, c'est toi et tu me dois quelque chose. Voilà. Et puis, implicitement, pardonnez-moi, mais je veux bien, on peut désapprouver la politique qui était menée par Jérôme Cahuzac et par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault encore maintenant. On peut la désapprouver, on peut la contester, mais identifier, quand on est scientifique, identifier la rigueur budgétaire avec la liquidation des acquis sociaux me semble aller extrêmement vite en besogne. Et ensuite, considérer que parce qu'il y a une brebis galeuse, tous les inspecteurs des finances sont potentiellement des gens sur qui il faudrait mener une enquête, me semble être ouvertement démagogique. Et je vois là un discours exemplaire, la façon dont la démagogie emprunte les atours flatteurs de la science, de la rigueur. C'est un programme. Nous devons avoir l'inspection des finances dans le collimateur. Je suis très sérieux. Mais j'en suis sûr. C'est le contraire d'un projet démagogique. C'est une urgence nationale. C'est une plaisanterie que vous dites sérieusement. C'est un programme d'épuration en quelque sorte. Oui, pour l'inspection des finances, oui. Épuration pour l'inspection des finances. Pourquoi Ce sont les premières paroles révolutionnaires qui ont été prononcées. C'est peut-être un moment historique ce qu'on vit là. Ce sont les paroles révolutionnaires qu'on vient d'entendre. Ou l'école normale supérieure de la rue du... C'est très dangereux de dire ça, parce que la révolution ne veut pas dire épuration. Ça finit souvent comme ça, Jean-François Kahn, quand on regarde les livres d'histoire. 1789, après ça s'est terminé en 1793. La révolution de velours a fini par une épuration. Ni la révolution des œillets. Un peu de calme. Je voulais juste dire deux choses. Pareil, je pensais à une phrase que Hugo va réconcilier fait dire. tout le monde comme d'habitude. Pas sûr, là.
Voilà. L'exigence de la réconciliation, il ne faut pas oublier, c'est le titre de ce livre. Le problème, c'est que très souvent, on a souvent raison à plusieurs. Donc, de fait, ça va être pas simple de rentrer dans des binarités. Mais la première chose, c'est ce que fait dire, sur la parole révolutionnaire, ce que fait dire Hugo à Danton dans 93, il lui fait dire « soyez épouvantable ». Et utile. Ça m'a fait penser à ça sur la question de l'épuration du corps des finances. C'est tout à fait moi. Hein, c'est tout à fait moi. C'est pour vous. Oui. Voilà, donc vous êtes dans le sillage de... Bon, mais c'était une Je trouve une extraordinaire anecdote. qu'on parle d'épuration quand Emmanuel. je dis qu'on doit contrôler les comptes des gens qui gèrent l'argent de la France. Et on appelle ça épuration. Non, t'as pas dit ça, t'as dit qu'il faut qu'on fasse l'inspection des finances. Comme si je les avais menacés. On laisse parler Cynthia Fleury, s'il vous plaît. Ça va aller très vite. Moi, j'ai un vrai souci avec la question de la moralisation individuelle et avec le fait, par exemple, on voit les éléments de langage du gouvernement qui en appellent à la faute impardonnable de celui-là, etc. Comprenez bien que quand vous avez une évasion fiscale, une fraude fiscale qui s'élève aujourd'hui à 1 000 milliards d'euros en Union européenne, quand vous avez un différentiel entre l'économie réelle et l'économie spéculative, le scandale Libor qui a fait, dont on n'a jamais parlé ici, c'est 800 trillions. Je ne sais même pas c'est quoi ces chiffres. 800 trillions de milliards de dollars. Oui, là, versus, de la folie, exactement, versus une économie réelle qui est à 80. Donc on a un différentiel de... Donc quand vous avez ça, vous voyez bien quand même qu'il y a une réflexion écosystémique sur notre dysfonctionnement qui est effectivement plus importante que la dénonciation de tel ou tel. Ce que vous dites est fort. Ce que vous dites, pour moi, c'est vraiment essentiel dans le système, là on sera d'accord. Quand je dis qu'on est dans une période qui peut être pré-révolutionnaire parce que se pose un problème de la centralité. Voilà un bon exemple. C'est qu'on a découvert dans la crise de 2008 que nous avions un système où l'humain disparaissait, c'est-à-dire l'argent s'entoure autour de l'argent et crée de l'argent au point que l'économie réelle où l'homme est présent, c'est la définition même de l'économie réelle, producteur-consommateur, n'a plus rien à voir avec l'économie virtuelle où l'argent s'entoure de l'argent, l'homme n'est plus là, sauf qu'elle représente 50 fois plus. Or, si on ne règle pas, si on ne s'attaque pas à ça, j'en parle aux philosophes, réfléchissez bien à ça. Si on ne s'attaque pas à ça, et s'il n'y a pas une façon, alors révolutionnaire ou réformiste, de remettre totalement en cause ce problème-là, de la centralité de l'État et de l'argent aujourd'hui, alors, comme ce n'est pas possible, comme on ne se maintiendra pas là, alors il y a des gens qui diront et qui disent, vous remettez au centre la terre, le sang, la race, Dieu, l'ethnie, etc. Et donc le dilemme, c'est ça. C'est que si on ne veut pas que ce soit eux qui gagnent... Enfin, pour l'instant, on nous fait surtout croire que c'est la vertu qui peut nous gouverner. Alors, je vous propose de poursuivre... Jean-François Kahn, je vous propose de poursuivre sur une nouvelle question. Le modèle ou les modèles français ont-ils encore un sens? Tandis que nous rejoint notre troisième experte, l'économiste Agnès Verdier-Molinier, Alexandre Gamelin va nous parler en images encore de ce modèle français. On regarde. La démocratie, c'est très bien, mais ça sert à quoi au juste? À voter. Quel temps perdu pour pas grand-chose. Que tous les 5 ans on demande son avis au peuple, pourquoi pas? Mais à quoi bon? On va voter pour celui qui sait le mieux se vendre, mais savoir se vendre. Aucune importance, monsieur. J'ai également un crédit vacances formidable. Et gérer un pays. Pour y parvenir, notre stratégie paradoxalise les décloisonnements horizontaux du plan de progrès dans une systématisation de conflits réactifs face au bilan de planification. C'est deux choses qui demandent des compétences très différentes. Pour gouverner, il faut d'abord être élu. Et pour être élu, il faut plaire. Et pour plaire, il ne faut surtout pas dire la vérité. Je réduirai les impôts, je régulariserai les sans-papiers. C'est super comme programme. Total, au bout de 6 mois, les électeurs reprochent à leurs dirigeants de ne pas tenir les promesses électorales qui leur ont permis d'être élus. Et puis, surtout, le principe de la démocratie représentative, c'est que le peuple délègue aux gouvernants son pouvoir. Or, ce pouvoir, aujourd'hui, ce n'est plus grand-chose face à Bruxelles, face aux concurrents économiques de la France, à la Chine, face au marché mondialisé. À mon avis, les Américains vont pas aimer. Et de toute façon, quel est le sens de désigner un chef d'État national quand tous les enjeux économiques, sociaux, écologiques ne peuvent être pris qu'à l'échelle mondiale? La démocratie sera mondiale ou elle ne sera plus, c'est pas gagné d'avance.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez Les Grandes Questions, votre mensuel philosophique consacré ce mois-ci à la France, à ses valeurs, ou à ce qu'il en reste, avec Agnès Verdier-Molinier qui vient de nous rejoindre, économiste vice-présidente de l'IFRAP, et puis qui publie un livre qu'on voit en tête des listes de best-sellers, 60 milliards d'économies aux éditions Albin Michel. Vous êtes vice-présidente de l'IFRAP, et apparemment, vous pensez que le modèle français, c'est fini, c'est ça? Allez, allons-y. On a beaucoup parlé des Lumières et de la transparence. Les Lumières, c'était quoi? C'était sortir de l'obscurantisme, de l'opacité. Donc aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut faire la transparence. Alors, la vérité, pas la vérité, ce sont des bien grands mots. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait comment on gère nos politiques publiques? Est-ce qu'on sait si on a les meilleurs services publics pour le meilleur prix? C'est ça que j'explique dans le livre. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis qu'on peut faire 60 milliards d'économies sans du tout... 60, le gouvernement, il a du mal à en faire 6. Alors comment vous faites? Mais 60, pourquoi? Parce que finalement, on surpaye des services publics qu'on n'évalue pas, on ne contrôle pas. Vous avez parlé déjà beaucoup de contrôler, d'évaluer. Contrôler, j'ai entendu contrôler l'inspection des finances, mais contrôler l'État, contrôler les collectivités locales, la sécurité sociale, qui le fait vraiment? Il y a la Cour des comptes, bien sûr, qui produit des rapports très intéressants, mais cette Cour des comptes, est-ce qu'elle propose ensuite les mesures pour faire ces économies? Est-ce qu'elle interagit avec le Parlement? Elle dénonce des systèmes quand même. Est-ce que nos parlementaires évaluent vraiment les politiques publiques dont ils ont la charge? À l'article 24 de la Constitution, il y a le Parlement légifère, mais aussi évalue les politiques publiques. C'est quelque chose qu'on a totalement oublié. Aujourd'hui, il y a un mouvement général, un mouvement mondial pour la transparence. Et la France est en retard. La France est hyper en retard. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas... Restons-le. Non, mais on est en retard. On est en retard parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent des Français. Et le citoyen, qui devrait être le premier acteur de cette démocratie, la société civile qui devrait être un contre-pouvoir, qui devrait pouvoir évaluer. Vous savez, quand vous demandez à une caisse primaire d'assurance maladie d'avoir son rapport d'activité annuel, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est logique? Quand vous demandez à un député pourquoi il paie moins d'impôts que les autres et que vous vous rendez compte qu'en fait, sur finalement, ses revenus d'élu local, il repart à zéro sur le barème de l'impôt. Donc ça lui permet d'avoir un morcellement de son revenu annuel qui lui permet de payer moins d'impôts que le commun des citoyens. Tout ça, ce n'est pas logique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a besoin de savoir. Et on parlait tout à l'heure de l'Inspection générale des finances. Mon livre commence par un chapitre sur un rapport de l'Inspection générale des finances, qui est un rapport secret, qui dit qu'on peut économiser 18 milliards sur les dépenses. Pourquoi secret? Qui est un rapport qui n'a pas été publié. Ils sont maîtres de l'État? Qui n'a pas été publié, qui ne sera certainement jamais publié, que j'ai pu le consulter, j'ai pu le recopier à la main, parce qu'on ne peut pas publier ce rapport. Et dans ce rapport, on dit comment on pourrait économiser 18 milliards d'euros par an et sans du tout baisser la qualité des services publics aux Français. Et comment alors? En virant plein de gens? D'abord, en rationalisant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rationaliser, ça veut dire souvent mais on touche pas à l'inspection des finances, donc. Non, ça veut dire... Non, mais le sujet n'est pas que l'inspection générale des finances. Le sujet, c'est la mission de chaque échelon public en France. Aujourd'hui, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, l'État veulent tous investir dans tout. La culture, le tourisme, l'éducation, il y a des cofinancements dans tous les sens. On n'arrive plus à comprendre comment ça marche. Chacun veut avoir son nom sur une plaque. Et on ne peut pas évaluer le budget de nos services publics. On ne peut pas savoir combien ça coûte. Donc, quand on regarde les autres pays, alors peut-être que la France se sent supérieure parfois sur certains sujets, mais en même temps, si on regarde un peu ce qui se passe en Europe, on a un coût des services publics, de production des services publics, qui est 60 milliards d'euros moins cher en moyenne. Là où la France... Vous voulez dire dans n'importe quel autre pays européen? Oui. En Scandinavie, il y a beaucoup. Il y a des services publics très puissants. On prend la moyenne des pays de l'Union européenne. Le coût de production de leurs services publics, c'est 24,9% par rapport à la richesse nationale, par rapport au PIB. En France, c'est 27,7%. Emmanuel Todd? Alors, le discours de dévalorisation des services publics français, maintenant, c'est de la routine, comme le discours sur l'austérité. Et tout le monde fait comme si, maintenant, c'était normal de dire que l'État est inefficace, que ce qui est socialisé est inefficace. Bon, j'ai parlé en démographe, c'est des trucs qu'on sait très bien en démographie. Vous prenez les dépenses de santé, qui sont largement privatisées aux États-Unis et qui restent très prises en charge par l'État en France. Bon, quand on regarde la fraction du PIB, du produit intérieur brut consacré à la santé, on voit que
c'est plutôt privé aux États-Unis et beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd en termes de fraction de la dépense nationale qu'en France, et vous regardez les paramètres de santé, la France va beaucoup mieux. On a une mortalité infantile qui est la moitié de la mortalité infantile américaine. Je suis désolé de dire que quelquefois, l'État, ça marche. Enfin, tout le monde aujourd'hui doit avoir une mutuelle, par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Je veux dire, le recours au privé... Non, mais le recours au privé est en train de galoper. Ça fait rire les anglo-saxons. La France est un pays dans lequel, si on prend dans le détail tout ce qui ne marche pas, on finit par ne pas comprendre comment le pays arrive à exister. Mais on ne peut pas ne pas voir que, par exemple, l'école privée progresse. Quand on regarde les dépenses de santé, on voit que ce pays survit pourquoi les gens mettent de plus en plus leurs enfants à l'école privée? Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis que tous les problèmes, c'est l'État. Et c'est simplement l'idée qu'en comprimant la dépense de l'État, on va résoudre les problèmes de la société française, c'est totalement ridicule. d'Agnès Verdier-Molinier. Une dernière chose, je vais refaire le coup de tout à l'heure. Une dernière chose, et ensuite je me tais, c'est que ce discours sur l'austérité, bon, il est très sympa. Je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas, des finances, on ne peut pas relancer l'économie par de la dépense publique en économie ouverte. Le libre-échange l'interdit. Mais il faudrait bien qu'on prenne conscience de la façon, nous, les Européens, avec nos politiques d'austérité et de compression de la dépense, comment on est vu dans le monde extérieur. Moi, je lis tous les matins, grâce à Internet, je lis tous les matins la presse anglo-saxonne, en particulier américaine. Et la grande question aux États-Unis, c'est, avec ces politiques d'austérité, est-ce que les Européens sont en train de devenir fous, comme dans les années 30, et d'essayer d'entraîner le monde dans une dépression? Alors, Emmanuel, je pense que vous confondez bonne gestion et austérité. Je crois qu'aucun d'entre vous peut dire aujourd'hui que la France est bien gérée. Aucun d'entre vous peut dire qu'il est légitime de créer à Marseille, dans la même ville, le MUSEM et le CEREM, deux musées qui ont le même but, de travailler sur la question des civilisations. Mais Marseille, c'est notre danseuse nationale. Non, mais bon, les civilisations de la Méditerranée, c'est le même sujet. Vous allez sur Internet, vous voyez le même sujet. Personne d'entre nous peut dire que c'est légitime d'avoir en l'Île-de-France un conseil régional du tourisme avec 200 personnes, clairement, qui vont faire un site Internet, chacun d'entre vous peut y aller, c'est très intéressant, qui vous explique comment visiter la Tour Eiffel. Et ça n'est pas, pardon, pour aller dans votre sens, ça n'est pas attaquer les services publics, ou le service public dans sa raison d'être ou son essence, que de le dire. Parler de bonne gestion, ça n'est pas s'en prendre à l'essence même du service public, ça n'est pas attaquer le service public, ça n'est pas lui faire la guerre, lui déclarer la guerre. Il faut arrêter de caricaturer le propos de ses interlocuteurs, Emmanuel Todd. C'est pas possible. On ne peut pas discuter avec vous. À chaque fois qu'on dit une phrase, on est immédiatement indexé sur une opinion qui n'est pas celle de celui qui parle, et immédiatement, tout ce qu'il a dit est pris dans un réseau général, un discours général. Oui, on s'en prend au service public, oui, on défend les riches, oui. C'est insupportable. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Tout ce qu'on dit est immédiatement pris dans un réseau, dans l'idée que vous vous faites de ce qu'on est en train de dire. C'est insupportable. Franchement, c'est pénible. Comme vous avez dit tout à l'heure que j'étais très antipathique. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est peut-être, oui, beaucoup de gens sont de cet avis. Peut-être que c'est même revendiqué. Antipathique, mais optimiste. Mais peut-être que sans le savoir, et à l'insu de votre plein gré, comme on dit, vous êtes très très conformiste. C'est possible. Non, mais alors, si vous avez parlé, Emmanuel, ce serait intéressant d'avoir une réponse sur ce qu'elle a dit. Vous avez parlé de l'assurance maladie. Il y a un exemple qui est très intéressant sur l'assurance maladie, c'est l'hôpital public. Il y a eu tout un débat qui ne vous a pas échappé sur la question du jour de carence dans la fonction publique et dans la fonction publique hospitalière en particulier. La question, c'était il y a 3 jours de carence dans le privé qui sont souvent pris en charge, c'est vrai, par des conventions collectives à 80%, voire à 100%, mais souvent avec des maximums de jours de carence. De l'autre côté, il y a la fonction publique où il n'y avait pas de jour de carence. Le gouvernement a voulu le supprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Fédération hospitalière de France, qui est quand même pas taxable d'être contre les services publics, a écrit une lettre de supplique à la ministre, Madame Lebranchu, en disant: on vous prie de garder ce jour de carence parce qu'il y a 7% d'absentéisme en moins et il y a un service public qui est mieux géré et meilleur pour les patients. Et les infirmières qui sont présentes tous les jours et qui n'ont pas d'absentéisme chronique, elles sont moins débordées parce qu'il y a leurs collègues qui sont plus présents. Donc toute cette lettre, elle est disponible sur Internet et elle est très instructive. Un exemple, et on ne va pas rentrer dans un monde. C'est un exemple de bonne gestion. On va se dire que tout fonctionne bien. Ce monde-là n'existe pas. L'idéologie, c'est ça. On se situe par un monde idéal où il n'y aurait pas de problème. Et alors, on pointe ce qui ne va pas. Jean-François Kahn. C'est intéressant. Tout à l'heure, je disais qu'il fait les moments de grands bons en avant, c'est les moments où il y a des convergences. C'est-à-dire qu'on sort d'une bipolarité stricte, rigide, et qu'il y a des convergences.
je crois que d'une façon générale, un des problèmes en France, c'est qu'il faudrait remettre en cause toute une série de binarismes. Déjà, sécurité, liberté, évidemment que c'est pas contradictoire. Avec la sécurité, il n'est possible qu'avec la liberté qu'avec sécurité. Ordre moral et désordre immoral, etc. Eh bien, c'est la même chose. Au fond, il y en a qui disent, ce que vous dites, et personne ne peut être contre ça, qu'il faut arrêter les gaspillages, qu'il faut arrêter la gabegie, que l'État dépense trop. Évidemment, on ne peut pas aller contre ça. Et il y en a d'autres qui disent, attention, il ne faut pas laisser dépérir l'État. Si on coupe des coupes sombres d'une façon incohérente, on va créer la récession, etc. Et ils ont raison aussi. Mais où est la contradiction? Prenons l'exemple entre croissance... On dirait Cynthia Fleury, là, vous réconciliez tout le monde, là. Hein. Non, mais non, il ne s'agit pas de réconcilier. C'est que là, je dénonce un système général qui est le binarisme. Dans les médias, c'est incroyable. En fait, tu dénonces l'idéologie. Relance par la demande, réfléchissez, relance par la demande et relance par l'offre. Attendez, mais si vous faites une relance par offre sans la demande, ça ne marche pas. Si vous faites une relance par la demande sans l'offre, ça ne marche pas. De la même sorte, politique de rigueur ou politique de relance. Il faut une politique de relance. Il faudra sans doute, et j'ai d'ailleurs été pour le grand emprunt, il faudra sans doute mettre pour 100 milliards dans la machine, sans quoi c'est terrible, avec le chômage, la misère, la précarité. Il faudra le faire. Mais attends, si on ne remet pas de frontières, mais où on va le trouver cet argent, on ne l'a pas. Donc, pour mettre 100 milliards dans la machine, il faut les économiser. Il faut sans doute en économiser. Il faut augmenter les impôts. Vous n'avez pas posé la question des frontières. Mais laissez les gens aller jusqu'au bout, c'est énervant à la fin. C'est lui qui dit la parole. Donc, il faut aussi réduire les déficits. Donc, si on veut faire de la relance, et il faut d'autant plus une politique de rigueur et une politique de coupe dans les dépenses. Il n'y a pas de contradiction entre les deux termes. Si je peux répondre à Jean-François Kahn, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, votre grand emprunt, la relance, c'est plutôt l'investissement dans l'avenir. Oui, c'est ça. Et l'investissement dans l'avenir, il peut se faire que si vous dégagez des marges par rapport au surcroît de dépenses de fonctionnement et de coûts de production que vous avez. C'est exactement ça. Et c'est exactement là qu'on se retrouve, parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de sanctuariser les services publics d'hier et qu'on n'est pas capable de penser les services publics de demain. Ouais, et on n'est pas capable non plus de penser non plus à la marge des services publics les entreprises de demain. Et donc, si on a un problème de chômage, c'est aussi pour ça, parce qu'on n'a aucune vision stratégique. Non, mais c'est bien si vous êtes tous d'accord. Non, attendez, laissez-moi finir. Non, mais France, laissez-moi finir. Il n'y a pas de cap. Alors, pour avoir un cap, ça demande aussi d'être capable de revoir cette organisation globale de nos finances publiques et de réussir à faire ces économies dont vous parlez. Elisabeth, après un peu de sérénité avec Cynthia, quand même. Je voudrais juste essayer de recoller ensemble les peut-être deux thèmes de ce débat, qui étaient un peu l'universalisme français et le modèle social. Excusez-moi, mais évidemment, on a un petit problème aujourd'hui. On vous excuse. Hein. Les tensions à l'intérieur de l'universalisme nous apparaissent évidemment très vivement. Ce qu'on appelait avant le petit universalisme, c'est-à-dire même à l'intérieur de la nation, à mon avis, est battu en brèche par le renoncement à l'assimilation, le renoncement, disons, à un modèle un peu plus dur. Mais en même temps, ça me paraît totalement absurde de dire qu'on va faire quoi que ce soit si on remet pas des frontières. Parce qu'en réalité, il est impossible dans ce pays d'avoir un débat sur une chose assez simple, qui est le protectionnisme. Pourquoi est-il pas possible de l'avoir? Parce que les gens vous renvoient immédiatement, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oui. C'est-à-dire, soit c'est l'autarcie, soit c'est... Alors, réponse brève d'Agnès. J'ai bien compris le message. Regardez l'Allemagne, par exemple. Ils sont dans la même situation que la France. Leurs frontières sont ouvertes, etc. Ils sont dans l'Union européenne. Et pour autant, l'Allemagne, ils ont réussi à réformer leur système. Ils ont réussi à revenir sur notamment tout ce qui était la question... C'est ça qui fait peur aux Américains, c'est une nouvelle folie allemande de l'Europe. Ils ont réussi à négocier avec les syndicats de la flexibilité dans le marché du travail, à protéger l'emploi au moment où il y avait des problèmes de graves crises. Et il y a eu des baisses des salaires, mais aussi des baisses du temps de travail. Et quand il y a plus un carnet de commandes qui remonte, eh bien, il y a toute cette flexibilité qui s'est mise en place. Ils ont réussi à réformer leur système de retraite, à travailler plus longtemps, etc. Donc, c'est pas, la France peut se réformer sans vouloir toujours incriminer l'Union européenne, l'international, etc. On a un pouvoir pour agir et les politiques doivent prendre leurs responsabilités là-dessus. Un peu interdite. Oui, non, écoutez, moi, j'ai absolument aucun souci à reconnaître
les failles dans la dépense publique. Donc ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on change, quel type de méthodo on met en place, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, les Français, mais les citoyens en règle générale, parce que c'est partout pareil, ont absolument besoin d'une réciprocité, d'une cohérence, entre guillemets, entre les différentes échelles. Je donne un exemple. Vous citez l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, le temps moyen de travail, c'est 31 et quelques heures de travail par semaine. Mais le taux de travail des femmes, 10% moins que pardon. Donc c'est 32 heures. Personne n'acte le fait que nous devons faire du partage de travail et que nous devons descendre à 32 heures et non pas monter à 45. Personne. Pourtant, la vérité, c'est ça. La vérité aujourd'hui, c'est que la Chine, qui fait moins de 8% de croissance, je ne sais plus, elle doit être peut-être autour de 6, je ne sais plus, a une productivité ces dernières années qui a dépassé 8%, et à l'heure d'aujourd'hui, elle ne peut pas donner du travail à tout le monde. Donc c'est ça. Donc moi, je veux bien faire de la vérité et de la transparence tout à fait sur la dépense publique, mais il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est effectivement affronter aussi les contradictions, pas seulement de la démocratie, mais du libéralisme, et en l'occurrence de l'ultralibéralisme. Un mot de Raphaël et on passe à la suite. Un point juste sur les conditions du dialogue. Je ne veux pas parler à votre place ou à ta place, mais Cynthia de gauche reconnaît la nécessité d'une maîtrise des dépenses publiques. On est là dans une position, un discours qui est le contraire d'un discours idéologique. C'est-à-dire un discours dont les convictions n'entament pas le raisonnement, le regard sur le monde, l'ouverture à d'autres voies que la sienne. L'enjeu ici, et cette conversation l'illustre assez bien, c'est la possibilité même d'un dialogue. Pour qu'un dialogue soit possible, bien sûr, il faut s'écouter, se taire quand l'autre parle, etc. Mais ça, c'est de la politesse, c'est très important. Mais ce n'est pas la seule condition. La condition de possibilité du dialogue, c'est juste de ne pas transformer ses convictions en idéologie, de ne pas les transformer en certitude, ou alors vraiment de les laisser au vestiaire quand on se fait maquiller, et d'arriver en un sens un peu vierge de conviction, juste pour donner sa chance à d'autres discours que le sien. Et mon regret, moi, c'est que chaque parole soit toujours prise dans la conviction de l'autre et soit toujours méconnue comme telle, en tant que telle. C'est les conditions de possibilité d'un dialogue. Ce serait bien qu'on ait pu discuter davantage, en fait. On s'est beaucoup engueulé et on a finalement assez peu discuté. Voilà. Bon, on va continuer quand même avec une autre question. Peut-on croire encore au lendemain qui chante? Pendant que s'installera avec nous sur ce plateau la militante féministe Safia Lebdi, Alexandre Gamelin va nous dire en images comment il répond à cette question à sa façon. On regarde. Imaginez un autre monde, réinventer le monde, mais si c'est possible, fermez les yeux. Un monde plus juste, un monde sans guerre et sans exploitation de l'homme par l'homme, un monde sans traders fous, sans politique d'austérité, sans affaires, un monde de lait et de miel et d'entraide où tous les hommes se donneraient la main pour former une grande chaîne de l'amour. On aimerait bien y croire, n'est-ce pas ? Ça vaut le coup de se battre et de faire table rase pour y arriver, non? Simplement, voilà, on a retenu la leçon, les révolutions sont mères des désillusions. Après 1789, il y a eu la terreur. Après 1917, les procès de Moscou. Après le printemps arabe, l'automne islamiste. Et on a beau se dire que ce monde est insupportable et injuste, que les inégalités entre une infime minorité de privilégiés et la masse des damnés de la société de consommation ne sont pas tolérables, on n'y croit plus. Mesdames et messieurs, bienvenue à Beverly Hills. Oh, admirez ces superbes voitures. Comme si on pressentait qu'à vouloir changer tout, on ne pouvait qu'empirer les choses. J'ai changé de coiffeur, j'ai changé de régime. Et y perdre le peu qu'on a. J'ai changé de boulot, d'ailleurs je n'en ai plus. On ne changera pas le monde, mais on peut toujours changer de façon de le voir. Ah oui, moi j'ai juste changé de lunettes. On y va? Les lunettes, c'est ce qu'il y a de plus facile à changer dans la vie. Je vous rappelle que vous regardez Les Grandes Questions, votre mensuel philosophique. Ce mois-ci, nous parlons de la France et de ses valeurs avec notre quatrième experte, Safia Lebdi. Bonsoir. Alors vous êtes une militante féministe laïque, cofondatrice de Ni pute ni soumise. Vous appartenez au mouvement FENEM. Alors dites-nous cette question-là, toute simple, hein, qu'on se posait avant la discussion du sujet d'Alexandre Gamelin. Vous croyez au lendemain qui chante? En tout cas pour les femmes? Oui, bien sûr. Sinon, je ne ferais pas tout ça.
Bien sûr que j'y crois. Moi, peut-être un peu plus que tout le monde ici. En plus, j'ai la chance d'avoir différentes casquettes, donc militante, laïque, antiraciste. Ça fait 15 ans que je me bats et aujourd'hui femme politique. Donc je vois aussi l'envers du décor et ce lien entre mon militantisme, le contact avec le terrain, la réalité et ce qui se passe dans les institutions. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un vrai problème dans cette société et en France, puisque aujourd'hui on a des hommes et des femmes politiques qui sont incapables de gérer et de piloter ce grand pays. Alors vous voulez bousculer les choses, hein, vous êtes un peu révolutionnaire, mais comme dirait le professeur Mattei, vous n'avez pas remarqué que souvent que les victimes deviennent des bourreaux après les révolutions? Et les femmes? Oui, les femmes sont les premières victimes d'un système qui ne marche pas. Donc on le voit dans toutes les sociétés et dans toutes les grandes nations. Quand une société, un système ne fonctionne pas, les premières victimes sont les femmes. Aujourd'hui, on a juste à regarder ce qui se passe dans la rue. De plus en plus de femmes sont dans la rue avec leurs enfants. Donc juste dès le moment où on a cette vision et ce regard sur le monde, on sait bien que le système et le monde ne fonctionnent pas bien. Il va dans le mauvais sens, il va droit au mur. Mais donc, attendez, ça va quand même dans le bon sens pour les femmes. J'ai lu le bouquin d'Emmanuel Todd. Oui. Le ministère français, je suis désolé, ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Non, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est que si on regarde l'état de la répartition des pouvoirs politiques et économiques, actuellement, ils sont encore très défavorables aux femmes. Mais quand on se rend compte que le commencement des choses, des phénomènes, c'est dans le domaine éducatif et qu'une génération plus tard, on a les effets dans les domaines économiques et politiques, actuellement, ce qu'on observe dans le domaine éducatif, c'est plutôt des difficultés des hommes et une avance considérable des femmes. Et dans les 10 dernières années, en fait, on est entré dans une phase d'accélération, je dirais, des progrès de l'émancipation féminine. Aux États-Unis, il y a des livres qui sortent sur la fin des hommes. On a toujours un petit temps de retard. Ça, c'est pas un progrès de l'émancipation féminine. Non, Raphaël Antoven. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que. Je refuse de prendre parti dans ce débat. Je ne suis pas certain que la hausse du taux de fécondité soit une bonne nouvelle pour la condition féminine en général. Ça, c'est un premier point. Et par ailleurs, il faut bien. C'était ironique et c'est pas de ça dont je parlais. Mais c'était pas à vous que je répondais. Oui, et en revanche, il me semble qu'il faut géographiser. Alors, vous n'aviez pas compris que c'était ironique. C'était pas à vous que je répondais. Quand je vous répondais, je vous le dirais. Il faudrait peut-être géographiser le problème. C'est-à-dire, il y a des. Quand on est en démocratie, même si la démocratie se porte mal, avec des problèmes, etc., naturellement, quand on est en démocratie, la question de la liberté est plus complexe, plus problématique. Quand on est privé de liberté, quand la liberté est à conquérir, comme c'était le cas et comme c'est encore le cas dans les pays arabes, quand la liberté est à conquérir, on n'a pas le temps de faire des arabesques, des arguties, des arguments, de s'engueuler sur le sens de la liberté. Il faut juste y aller. Et l'idée de lendemain qui chante n'a pas de sens dans une société où, en un sens, l'histoire est finie, c'est-à-dire où elle n'a plus qu'à attendre la perpétuation du système qui est le moins inégalitaire qui soit. Alors que dans un régime qui est objectivement un régime inégalitaire, injuste, totalitaire, la notion de lendemain qui chante, la notion de révolution, comme l'utilisation d'Internet d'ailleurs, est un argument de liberté et a tout son sens. Donc il faut savoir sous quelle latitude on se situe pour parler de lendemain qui chante. Alors, ça dépend. Parlez-nous de la France aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Si on regarde le monde arabe et les dictatures dans lesquelles moi j'ai été pour accompagner mes copines sur la liberté, que ce soit dans les pays de l'Est où j'ai fait de la prison, j'ai été en Angleterre. J'ai été enfermée et j'ai fait 15 heures de garde à vue, condamnée pour avoir heurté la communauté musulmane dans le monde parce que sur le torse, je portais le no charia. J'ai interpellé les autorités anglaises en leur disant « Est-ce que vous êtes pour la charia, vous, l'Angleterre ?» J'ai eu aucune réponse et on m'a juste dit, après avoir fait 15 heures de garde à vue et d'être interdit de territoire en Angleterre, on m'a juste dit « Quand vous venez en Angleterre, si vous voulez manifester pour vos libertés, renseignez-vous sur le fonctionnement des institutions et sur nos droits. » Mais est-ce que les deux régimes vous semblent comparables? Est-ce que la Tunisie de Ben Ali, c'est comme l'Angleterre de David Cameron? Voilà, c'est ça ma question en fait. J'aimerais quand même qu'on revienne sur la France et les valeurs françaises, c'est le sujet. Sur la France. La France, allez,
deux gros fossés entre des filles de quartier qui se battent pour leur liberté et d'autres qui discutent, puisque je travaille avec elles, hein, des féministes qui sont dans des colloques, qui sont dans des débats où on théorise le genre, etc. Entre celles qui se prostituent et qui sont en grosse galère, etc., et qui sont dans la survie et qui s'accrochent à des valeurs en France pour pouvoir obtenir leur liberté, on est dans deux mondes qui se côtoient plus. Et c'est ça le drame. C'est ça la difficulté dans laquelle on est. Moi, je me demande quand même, excusez-moi, ça va peut-être vous choquer, mais si un de nos problèmes, pour reprendre un peu ce que disait Raphaël, n'est pas effectivement, nous ne savons plus contre quoi nous battre. C'est-à-dire, bien sûr, il y a toutes les questions qu'on a traitées, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, notre problème en France soit un manque de liberté. Non, mais il y a pas je crois, justement, combat. mais permettez-moi, juste, je me demande si notre problème n'est pas précisément cette extension indéfinie des droits. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun pense à ses droits individuels, réclame des droits, alors les uns pour sa religion, les autres pour sa vie privée. Chacun, si vous voulez, est en train de s'interroger sur quel droit supplémentaire pourrais-je réclamer à la collectivité, quelle liberté en plus. Or, si vous voulez, de fait, les périodes où la France a été les plus optimistes, c'est justement quand il fallait conquérir des libertés. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, notre problème, c'est que on ne sait pas quelle liberté il faudrait arracher. Et je trouve que de ce point de vue-là, si vous voulez, quand les Femen se battent contre l'Église orthodoxe en Ukraine, qui est un vrai pouvoir, je trouve ça formidable, c'est très bien, c'est courageux. Quel courage faut-il pour aller à Notre-Dame, si vous voulez, à moitié nu, excusez-moi, c'est pas, voilà. Là, si vous voulez, dans un cas, je veux dire, franchement, on s'adresse à un pouvoir qui n'est pas un pouvoir, qui est l'Église catholique en France. Dans l'autre cas, on se bat vraiment contre un pouvoir. Et je trouve ce mélange, si vous voulez, me semble plutôt porteur de confusion. Cynthia Fleury? Deux choses. Je parlais tout à l'heure de la question, entre guillemets, topographique de la Révolution. Je crois quand même, je suis d'accord avec Raphaël Enthoven sur le fait que le geste de Femen devant Notre-Dame et le geste de Femen en Ukraine n'est pas le même. Et en même temps, vous avez tout à fait raison aussi, il y a un phénomène de solidarité, il y a un phénomène de dialogue aujourd'hui entre les différents endroits et ce jeu des images, des révolutions qui se passent à tel ou tel endroit parce que le jeu de pression aussi permet ça. Quand les femmes d'Ukraine voient les femmes de France aussi faire ce geste, ça leur raconte aussi quelque chose, en tout cas je pense. Deuxième point sur les combats, Elisabeth, tout simplement, voilà, vous avez un différentiel des salaires, voilà, prenons simplement les chiffres, un différentiel des salaires en France qui est annoncé à autour de 20%. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On le sait, c'est pas vrai parce qu'on ne nomme pas les choses de la même manière. Donc il faut regarder un autre chiffre qui lui est beaucoup plus fort, qui est que sur les pensions de retraite, vous avez plus de 40% de différence entre les hommes et les femmes avec un travail qui a été fait de la même manière. C'est-à-dire, c'est le passé. Ça mesure l'état antérieur. On voit bien, non mais il faut quand même mesurer le chemin, il faut mesurer une évolution. Mais moi je suis tout à fait d'accord. Un mot de Jean-François Kahn, un mot de Jean-François Kahn, s'il vous plaît. Il y a un horizon aussi. Oui, bien sûr, mais je veux simplement dire qu'il faut quand même rappeler que sur le plan des droits, l'égalité, je veux dire, existe, et c'est quand même pas rien. Elisabeth, est-ce que vous pouvez laisser parler Jean-François Kahn, s'il vous plaît? Jean-François. La question, pour revenir à la question le lendemain qui chante, on ne devrait plus avoir à se poser cette question. D'abord parce que ça mène, hein, on sait où ça conduit, mais parce qu'imaginez même une société idéale, c'est pas vrai, mais qu'on puisse constituer, imaginer une société idéale. Mais ça serait effroyable, ça serait l'enfer sartrien. On s'emmerderait donc. Il n'y aurait plus de lutte, il n'y aurait plus de combat, il n'y aurait plus rien à faire. Surtout pas de société idéale. En revanche, quand j'entends dire le monde ne peut plus changer, c'est un mythe, c'est fini, ça veut dire que vous imaginez, ça veut dire que le monde, la définition du monde, c'est le fait de changer. Il n'est monde que parce qu'il n'a changé. Et en plus, parce qu'on est sorti de la société tribale, heureusement on a changé. Esclavagiste, heureusement on a changé. Féodal, heureusement on a changé. Monarchiste absolue, heureusement on a changé. Et maintenant, on vous dirait, c'est fini. C'est-à-dire au moment où, avant-guerre, on considérait qu'un clivage de rémunération de 1 à 10, c'était énorme. On en est arrivé à 1 à 700, à 1 à 1000, à 1 à 1600. C'est au moment où on vous dit... Ce monde-là ne peut pas changer. Allez, c'est incroyable. Alors, franchement, je vais résumer l'émission. Donc, la France pays des Lumières, bof. La France modèle social, bof. La France avec ses lendemains qui chantent, bof. Enfin bon, je vais vous proposer un tour de table pour terminer. Et je vais vous demander si vous êtes pessimiste ou optimiste. Et c'est vraiment la question qu'on a envie de se poser en ces temps où la France est vraiment
en dépression nerveuse, politique et économique. Je commence par vous, Jean-François Je ne veux pas Mattei. éviter votre question en disant que je suis réaliste, mais rappelez-vous que dans les années 60, quand il y a eu la première crise pétrolière, le discours des Français, c'était « nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées ». Maintenant, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons plus tellement d'idées. La meilleure preuve, c'est que les dernières analyses montrent que la France est la 5e puissance mondiale, mais en matière d'innovation, elle est 20e. Donc nous baissons sur la plupart des marchés internationaux, y compris sur le plan physique, sur le plan industriel, sur le plan des innovations. Où sont les grands créateurs d'entreprises en France? Pour répondre à la question qui était traitée tout à l'heure, à savoir est-ce que l'on fait une relance par l'offre ou par la demande? Mais il faut faire une relance par l'innovation en tant que telle. Et tant que nous n'aurons pas fait cette innovation, on restera toujours dans cette opposition binaire de savoir ceux qui veulent faire la relance par l'offre ou la demande. En attendant, nous faisons toujours des enfants. Hein, oui, beaucoup d'enfants. C'est très agréable. Et je rappelle les titres de vos livres. L'homme indigné, vous êtes un philosophe camusien, ça renvoie évidemment à L'homme révolté. C'est un essai aux éditions du Cerf. Et puis, La puissance du simulacre dans les pas de Platon. Et ça, c'est chez François Bourin. Cynthia Fleury, alors optimiste, pessimiste? Au combat, donc d'une certaine manière optimiste. Bon, je rappelle le titre de votre livre collectif, hein, L'exigence de la réconciliation, biodiversité et société, c'est aux éditions avec Anne-Caroline Prévost-Juliard. Raphaël Antoven. Ni l'un ni l'autre, Dieu préserve. L'optimisme et le pessimisme ont en commun de suspendre le bonheur à quelque chose qui ne dépend pas de soi. Donc je ne veux pas être optimiste, je ne veux pas être pessimiste. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Est un imbécile heureux et un J'en sais rien, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. En tout cas, j'essaie de ne pas l'être, ou de l'être le moins possible. Voilà. Disciple d'Épictète. Oui. Bon, on peut le dire comme ça. Ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi, oui, voilà. Alors, je rappelle le titre de votre livre. Alors, c'est un titre pour cette émission, d'ailleurs, Matière première. Parce que c'était matière grise, vous. Oui, non, c'est matière première parce qu'en fait, nous essayons de faire de la philosophie vivante et ce livre est un exercice de philosophie vivante puisqu'on parle de tous ces objets de la vie quotidienne. Très bon livre aux éditions Gallimard par Raphaël Antoven. Safia Lebdi, alors vous êtes optimiste, vous êtes une combattante, vous y croyez, vous démenez, vous allez partout, vous mettez à poil dans tous les lieux du monde. Mais moi, je suis obligée d'être optimiste, puisque je vis, et je vis mon époque, et je vis mon temps, et je regarde le futur et pas le passé. Mais quand j'entends des gens qui parlent du passé, et quand je m'intéresse au passé, là, je deviens optimiste. Merci à vous, Safia Lebdi. Agnès Verdier-Molinier, vous alors? Plutôt optimiste. Pourquoi? Parce que, parce que vous battez aussi, vous. Ce livre que j'ai écrit, 60 milliards d'économies, ben, c'est un livre optimiste. Je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de vivacité de nos talents avec une réforme de la France qui soit menée par la gauche ou par la droite, ça m'est égal, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a de grands conservateurs à droite comme à gauche, des gens qui ont envie de rien changer, et puis d'autres peut-être qui vont se révéler. Donc j'ai cet espoir que aussi, on libère nos énergies entrepreneuriales, parce qu'on parlait d'inégalité tout à l'heure. Eh bien, la plus grande inégalité, c'est le chômage. Et avoir un système qui crée du chômage, qui crée de la désespérance, eh bien, c'est pas un avenir qu'on peut dessiner comme ça. Donc évidemment, les hommes, les femmes, les jeunes, tous doivent pouvoir avoir cette possibilité d'entreprendre, de créer des emplois. Et donc c'est une autre vision de notre système qu'il faut inventer, et non pas un système qui désespère, qui empêche de créer, qui désincite les entrepreneurs, mais au contraire qui incite chacun d'entre nous à entreprendre et à créer de la richesse. Alors encore une optimiste, on se sent de mieux en mieux. Et Elisabeth Lévy, vous? Je ne sais plus qui a dit que les pessimistes et les optimistes manquaient également d'imagination. Donc je dirais que du point de vue des affects personnels, ça dépend des jours. Je crois réellement que si vous voulez, on remet pas, on fait pas quelque chose par rapport à cette question qui me semble fondamentale de la souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé, ça ne veut pas dire qu'il... Si on remet pas en quelque sorte des frontières qui ne doivent pas être des barrières, je veux dire simplement des frontières qui permettent d'avoir un espace qu'on appelle la France. Très bien. Eh bien, il n'y aura plus de France. Optimiste, à condition qu'on se remette derrière les frontières, et je renvoie à votre journal en vente dans tous les kiosques, Causeur. Emmanuel Todd. Oui. Emmanuel Todd, alors vous, c'est incroyable. On croyait avoir invité un pessimiste et voilà qu'on est tombé sur un optimiste. Non, c'est pas vrai non plus. On entre dans une phase historique très difficile, mais l'histoire en général c'est comme ça. Les phases sans problème dans l'histoire sont
plutôt rare. Même le bonheur des 30 Glorieuses, c'était l'effet gueule de bois après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on entre dans une phase très difficile. La France devrait a priori pas être parmi les pays qui sombrent complètement, mais pour être complètement honnête, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Bon, enfin, donc il y aura quand même du sang et des larmes, si j'ai bien compris. Hein. Le sang et des larmes, ça évoque des choses très violentes et on n'est pas... Churchill, c'est une belle figure quand même. Je rappelle le titre de votre best-seller, Le mystère français, hein, que tout le monde lit. Hein. C'est un livre qui est vraiment en train d'être un des grands succès de librairie de cette saison. Vous devriez montrer quelques-unes des cartes magnifiques qui sont dedans. Oui, bah ça serait très joli. Ça, achetez-le et vous verrez ces cartes. C'est aux éditions la du télévision Seuil. est un instrument puissant. Jean-François Kahn, optimiste, pessimiste? On a toujours du pessimisme à l'intérieur de soi, mais il faut un optimisme de la volonté. Sans optimisme de la volonté, rien n'est possible. Moi, quand je circule en France, partout, c'est extraordinaire. Les industriels qui innovent, les profs qui se... Il y a aussi des profs qui foutent rien, mais les profs qui se démènent, qui ont toute la société sur le dos, on leur fait tout reposer, et ils l'assument, et ils se battent, et ils inventent, et ils imaginent. Des fonctionnaires qui se dévouent complètement. Il y a une France extraordinaire. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous, ça dépend de vous. Et si on le veut, oui, on peut bousculer énormément les choses. Il fait du bien, Jean-François Kahn. Il va falloir le faire rembourser par la Sécurité sociale. Son livre, d'ailleurs. Son livre aussi fait beaucoup de bien, L'invention des Français du temps de nos folies gauloises. Parce que, franchement, quand on lit ça, ce pays n'a pas beaucoup changé. C'est toujours un joyeux bordel, la pagaille partout. Et puis on s'en sort. On arrive toujours à s'en sortir. On s'en sortait. Il suffit de relire Astérix. Voilà, on s'en sortait et on va continuer à s'en sortir. L'invention des Français par Jean-François Kahn aux éditions Fayard. Excellente fresque sur nos origines. Ce magazine philosophique se referme. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui avez participé. Et on se retrouve sans doute la saison prochaine pour de nouvelles aventures sur France 5. À bientôt.